Mesdames et messieurs, chers abonnés de Rando Media, soyez les bienvenus dans votre hebdomadaire de l'économie, EcoBuzz. Ce numéro sera consacré à deux sujets importants, voire même cruciaux pour le paysage économique mondial. D'abord, nous allons parler des BRICS et ensuite, nous allons parler de la récente adhésion de l'Union africaine au G20. Et pour nous guider, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau un homme qui n'est plus à présenter. Son génie se trouve dans cette façon de rendre accessible l'actualité économique pour tous. J'ai nommé M. Modibo Mao Makalou. M. Makalou, bonjour. Bonjour, M. Diko. Sans plus tarder, puisque nous n'avons pas assez de temps, nous allons enchaîner avec l'actualité surtout des BRICS. Les BRICS, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont réellement en commun? Merci, M. Diko. C'est une question très importante. Tout le monde entend parler des BRICS. C'est l'acronyme d'un groupe de pays émergents, donc qui est constitué du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Donc BRICS. Et ces 5 pays sont quand même, comme je l'ai dit, des puissances économiques. Évidemment, l'Afrique du Sud est le représentant du continent africain, même si son économie est beaucoup plus petite que celle des autres pays qui sont au sein des BRICS. Les BRICS ont été créés officiellement en 2011. 2011, en fait, c'était au lendemain de la crise financière mondiale de 2008-2009. Et donc, c'était pour se donner une voix sur la scène internationale au niveau de la gouvernance économique mondiale, mais aussi de l'activité économique mondiale. Parce que, comme vous le savez, il y a des pays parmi les plus industrialisés au monde sont regroupés au sein du G7 et ont une voix prépondérante au sein des institutions financières internationales. Donc, les BRICS ont décidé de se concerter davantage et de mettre en place des stratégies qui puissent permettre à ces pays de se développer davantage, parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour les pays émergents que pour les pays industrialisés. Et cela s'est concrétisé par la mise en place d'une banque de développement des BRICS, qui est basée en Chine et qui est dirigée par l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et qui va financer les infrastructures non seulement au sein des BRICS, mais aussi dans les autres pays moins développés. Et c'est pour avoir accès à des ressources longues, et aussi des taux d'intérêt plus bas pour financer les infrastructures. En parlant de banque, est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle la dédollarisation? Est-ce qu'on tend vers une nouvelle monnaie des BRICS? Parce qu'on a des informations qui circulent selon lesquelles les BRICS auraient créé leur monnaie. Oui, c'est une stratégie des BRICS et c'est une des raisons de leur regroupement aussi, parce que vous allez remarquer que le dollar, qui est la monnaie internationale de réserve internationale par excellence, parce que depuis la mise en place des institutions de Bretton Woods en juillet 1944, ça va faire 40 ans l'année prochaine, 80 ans l'année prochaine, c'est le dollar qui prime sur la scène internationale. Les achats et les ventes de pétrole se font en dollars, l'or, le coton, le café, le cacao, tout cela se vend en dollars. Donc, si vous regardez le marché d'échange internationaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Forex, Foreign Exchange, c'est le second plus important marché international au monde, après le marché des intérêts. Ce marché, c'est 5 000 milliards de dollars chaque jour de monnaies qui s'échangent entre elles. Et sur ces monnaies, tenez-vous bien, 70% sont des dollars. Et les euros sont environ 15%. Donc, 70 plus 15, donc le dollar plus l'euro, ça fait 85% des monnaies qui sont utilisées quotidiennement dans le monde. Et les 15 autres, ce sont les yens, le dollar canadien, le dollar australien, la livre sterling, etc. Donc, c'est pour vous dire que le dollar pèse lourd. Mais aussi, le dollar, comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie de réserve internationale. Les banques centrales du monde entier, vous savez que les Nations Unies comportent 193 pays, et toutes ces banques centrales, 60% de leurs avoirs sont constitués de dollars. Donc, c'est pour vous dire que le dollar, c'est quand même une monnaie assez lourde. Mais
le dollar en même temps est utilisé comme monnaie de sanction par les États-Unis, ce qui est un peu dangereux. Et vous savez, comme des pays comme l'Iran, comme la Corée du Nord, comme la Chine quelquefois, en tout cas tous les pays qui sont menacés sur le plan politique par les États-Unis, qui ont des divergences avec les États-Unis, sont frappés de sanctions concernant leurs avoirs en dollars. Ce qui fait que maintenant, il y a une tentative de dédollarisation, surtout avec les récentes sanctions qui ont frappé la Russie. Et maintenant, c'est de mettre en place des monnaies qui vont permettre de faire des échanges entre les pays, sans passer par le dollar, parce que, évidemment, tous les pays n'ont pas accès au dollar quand ils sont frappés par les sanctions américaines. Donc, on peut s'attendre à bientôt que les BRICS aient leur monnaie. Non, non, pas avant 10 ans, minimum pas avant 10 ans. Pour la simple raison que, vous savez, c'est très facile de dire qu'on va créer une monnaie, mais la réalité est tout autre. Il ne peut pas avoir de monnaie commune s'il n'y a pas de convergence économique, au plan macroéconomique. Parce qu'il faut que vos économies soient similaires, en tout cas, ou convergent. Et malheureusement, au sein des BRICS, les disparités sont très grandes. La Chine seule compose près de 70% du PIB des BRICS. Donc, vous voyez que la Chine est vraiment la puissance au sein des BRICS et je ne pense pas que la monnaie chinoise puisse être une monnaie internationale de sitôt. Et d'ailleurs, la Chine n'en veut même pas parce que si vous avez une monnaie qui est internationale, vous devez donner plus d'informations sur votre économie et puis vous devez vous plier à certaines règles et je pense que la Chine n'est pas prête à faire cela. En tant que deuxième puissance économique mondiale, elle se permet d'avoir ses réserves en dollars sont énormes déjà. Et puis, en plus, la Chine est le premier créancier des États-Unis en ce qui concerne la dette souveraine. Donc, la Chine tient les États-Unis et les États-Unis tiennent la Chine en termes de dollars. Des informations très intéressantes. Maintenant, on va parler des défis. Quels sont les possibles défis que les BRICS sont capables de rencontrer, surtout dans le cadre diplomatique et un peu dans le cadre du commerce international? Nous savons que le commerce international obéit à des règles. Alors, quels peuvent être les défis auxquels ces pays peuvent être confrontés? Oui, les BRICS prônent un peu plus de multilatéralisme. Ça veut dire que les négociations soient plus ouvertes à l'ensemble des pays du monde. Parce que vous savez, c'est quand même, je vous ai parlé du nouvel ordre mondial qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, après 1945. La création des institutions de Bretton Woods en juillet 1944, plus la création des Nations Unies en 1945, et d'autres institutions internationales, mais qui correspondent à l'ordre ancien de la Seconde Guerre mondiale. Et vous imaginez que lorsqu'on créait ces institutions, il n'y avait que 3 pays africains qui étaient indépendants. Mais aujourd'hui, vous en avez 54 qui sont indépendants. Donc ça change tout. Le monde a changé, l'Afrique a changé, l'Asie a beaucoup changé aussi. Donc, il y a une nouvelle dynamique au niveau de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Et évidemment, tout le monde voudrait que la société évolue en même temps que les facteurs géopolitiques aussi. Parce que, vous savez, l'économie, ça va de pair avec la politique. La politique a une très grande influence et impact sur l'économie. Mais en même temps, avec la démographie aussi, vous savez, ça a un impact important sur l'économie. Donc, dans tout cela, je pense qu'il y a une évolution importante au niveau de l'économie mondiale. Et c'est pour cela que les BRICS veulent avoir leur propre voie et veulent tracer leur propre voie. Parce que la voie que se sont tracées les pays occidentaux n'est pas nécessairement la voie qui va convenir aux BRICS. Parce qu'il s'agit de tracer sa propre voie et de la suivre. Et la Chine est un exemple vraiment hallucinant dans ce sens, parce qu'ils ont réussi en 30 ans à sortir environ 700 millions de personnes de la pauvreté. C'est sans précédent, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Ça ne veut pas dire que les Africains doivent faire ce que les Chinois ont fait, mais on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs de bien, mais nous devons réfléchir par nous-mêmes pour appliquer nos recettes à notre contexte, mais personne ne viendra le faire à notre place. Et je pense que c'est ce que les BRICS sont en train d'entreprendre, c'est de trouver leur propre voie. Une dernière question sur les BRICS, de façon très brève, on va finir avec les BRICS. Quels peuvent être les enjeux géopolitiques et socio-économiques pour l'Afrique, de l'avènement des BRICS? Est-ce que vous avez déjà effleuré? Oui, mais vous savez, le 15e sommet des BRICS, il vient de se tenir en Afrique du Sud, au
mois d'août, vous savez qu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises vis-à-vis de l'adhésion de 6 nouveaux pays, dont 2 pays africains, et pas des moindres. Vous avez l'Égypte, qui est la deuxième économie de notre continent, après le Nigeria, par la taille, mais qui est aussi la 3e nation la plus peuplée d'Afrique. Et vous avez l'Éthiopie, qui est la 2e nation la plus peuplée d'Afrique et qui est un géant sur le plan de la culture et de l'histoire de notre pays. Et c'est un pays qui n'a jamais été colonisé aussi. Donc, ce sont nos représentants, mais aussi vous avez les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et aussi, vous avez l'Iran, qui est une grande puissance pétrolière et gazière aussi. Et vous avez aussi finalement l'Argentine, qui est le pays le plus industrialisé d'Amérique latine. Mais ce que vous pourrez constater, c'est qu'avec cette adhésion de ces 6 nouveaux, vous avez des grands producteurs de pétrole au sein des BRICS. Et c'est une arme vraiment de dissuasion et une arme économique assez importante. On continue directement avec l'actualité sur les G20. Hein. Le G20 groupe des plus grandes puissances économiques, on va dire, du monde, presque à peu près 90% du PIB, presque 90% du PIB mondial. Désormais, l'Union africaine a sa place sur la table. Alors, comment il faut percevoir cette adhésion? Est-ce qu'il faut se dire que l'Union africaine vient de rejoindre les grands, alors elle peut se considérer comme grande aussi, ou bien elle est dans la cour des grands, elle risque de se faire bouffer? Non, ce n'est que justice, hein. Moi, je pense. Vous savez, le G7 a été créé après les grandes crises financières que nous avons connues. Il y a eu l'Amérique latine, ensuite il y a eu l'Asie à la fin des années 90. Et donc, il s'agissait maintenant de voir un peu comment élargir, c'est-à-dire le dialogue au niveau mondial, au niveau de la gouvernance économique mondiale. Donc, ça comprend d'abord les G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés au monde que vous connaissez, plus la Russie. Donc, c'était le G8 jusqu'à récemment. Mais en même temps, ce n'est pas uniquement les pays les plus riches, parce qu'il y a certains pays très riches qui font partie des 20 économies mondiales, comme l'Espagne et la Hollande, qui ne font pas partie du G20, mais c'est quand même parmi les pays les plus développés au monde. Et donc, c'est 19 pays en réalité. Le G20, c'est composé de 19 pays plus l'Union européenne. Et maintenant, ça va être plus l'Union africaine qui va représenter notre continent. Je pense que ce n'est que justice rendue, parce que comment vous pouvez comprendre que nous soyons le seul continent qui ne soit pas représenté au sein de ce groupe. Et donc, c'est pour quand même plus d'inclusivité et de représentativité. Et aussi parce que le G20 permet de discuter des sujets d'importance pour les pays du monde. Et les Africains ont leurs propres préoccupations et aimeraient quand même porter leur propre voix et leurs propres solutions à leurs problèmes et les exposer. Parce qu'avant, il y avait des gens qui parlaient pour nous. Nous voulons parler pour nous-mêmes, nous. Donc, réfléchissons à nos problèmes. Nous allons trouver des solutions à nos problèmes et nous allons les mettre en œuvre pour la prospérité de notre continent. Très bien. En parlant de cela, on est autour de la table maintenant et on va probablement parler. Pensez-vous qu'on sera écouté parce que, comme vous l'avez dit, il y a des grandes questions sur lesquelles on doit parler, des questions comme l'immigration, même le réchauffement climatique qui nous touche souvent plus que les autres. On va parler, mais est-ce qu'on sera écouté? Ça dépend. Ça dépend de ce que nous allons amener à la table, qui nous allons envoyer et qu'est-ce qui va amener à la table. Parce que si l'Afrique aujourd'hui ne représente que 3% du commerce mondial, nous représentons 18% de la population mondiale. Et en termes de produit intérieur brut, l'Afrique est à près de 3 500 milliards de dollars en termes nominaux. Ce qui nous place au même niveau que l'Inde, comme la 5e puissance économique au monde en termes de PIB. Si vous mettez tous les Africains ensemble. Donc, il s'agit pour les Africains de s'unir et de parler d'une seule voix. Parce que, vous savez, la thèse politique et militaire, c'est diviser pour régner. Donc, si vous avez 54 États à la table, rien n'en sortira. Si vous avez une seule voix représentant les Africains, évidemment, les Africains seront écoutés. Et puis, ce serait que les Africains ne tendent plus la main, que les Africains, nous sommes un continent riche, nous avons la population la plus jeune au monde, il faut que nous formions mieux encore nos ressources humaines. Il faut assurer la paix et la sécurité, c'est un préalable d'abord. Ensuite, il faut former les ressources humaines et ensuite, je pense que la prospérité sera au bout du chemin parce que nous avons la population la plus jeune au monde et ça, c'est un facteur très important au niveau de la démographie.
Parce que vous savez, la classe moyenne dans les 50 années à venir, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Africains, c'est ce qui va guider le reste du monde. C'est-à-dire les autres, toutes les compagnies qui seront au monde, les multinationales, vont devoir en tout cas essayer de combler les attentes des Africains en termes de pouvoir d'achat, parce que nous allons avoir une classe moyenne, nous allons avoir le pouvoir d'achat, mais tout cela, il faut évidemment au préalable la paix et la sécurité. Alors, après tout cela, que concrètement, comment, je sais que ça serait sûrement sur le long terme, mais comment cela va se sentir sur le quotidien des Africains, cette adhésion? Donc, pour terminer, hein? Pour le G20? Oui. Non, le quotidien des Africains, c'est-à-dire, vous savez, nous avons les Africains ont une vision, l'agenda 2063, que je recommande à tout le monde de lire cet agenda qui a été préparé en 2013 par la Commission de l'Union africaine, qui projette l'Afrique dans les 50 années à venir. Et vous savez, la population africaine va doubler d'ici 2050. Et vous savez, aujourd'hui, les Africains sont aussi nombreux que les Chinois et les Indiens. L'Afrique, aujourd'hui, est à 1,4 milliard de personnes. La Chine, 1,4 milliard de personnes. Et l'Inde, 1,4 milliard de personnes. Bon, imaginez-vous que la Chine est la deuxième puissance économique au monde. L'Inde est la 5e puissance économique au monde. Et l'Afrique non industrialisée, non pacifiée, se trouve aussi à la 5e puissance. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour que nous puissions nous hisser davantage et compter dans le monde. Mais il faut que nous comptions d'abord sur nous-mêmes, et que nous ayons un leadership exemplaire et que nous ayons aussi une société méritoire, qui est la sanction de la faute et la récompense du résultat. Le nivellement par le haut de nos sociétés va permettre à l'élite de tirer nos pays vers le haut et ne pas sombrer dans la médiocrité, le népotisme, le favoritisme, la malgouvernance. Et c'est avec cela que l'Afrique va se hisser au toit du monde et compter parmi les plus grands. Merci beaucoup, M. Makalou. Sauf si vous avez des derniers mots. Non, un mot de paix pour toutes ces victimes des conflits au Mali, en Afrique en général et au Mali en particulier, mais dans tout le monde entier. Vraiment, il nous faut un monde de paix parce que sans paix et sans la sécurité, il n'y a pas de développement possible. Et sans développement non plus, il n'y a pas de paix et de sécurité. Donc, on ne peut pas laisser l'Afrique en marche, on ne peut pas venir prendre les ressources africaines, aller les transformer et puis les ramener et nous les vendre encore. Ça, c'est fini. L'économie de traite, c'est fini. L'Afrique se réveille. Je pense que nos parents qui nous ont apporté l'indépendance avaient vu juste que l'Afrique doit s'unir pour prospérer. Merci beaucoup, M. Makalou. Merci pour votre expertise et les connaissances que vous nous apportez sur ces deux thèmes d'actualité, le BRICS et l'Union européenne. Alors, comme vous l'avez remarqué, le mot d'ordre, c'est vraiment la paix, car aucun développement ni épanouissement personnel ni collectif n'est possible sans une paix durable. Alors, nous tenons également à témoigner notre gratitude à tous nos abonnés et nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de EcoBuzz. Entre-temps, prenez soin de vous et restez connectés sur Hando Media. Je vous remercie.